Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du réacteur pour décrypter deux mécanismes qui donnent au réseau de neurones leur super pouvoir, la capacité d'apprendre. C'est vraiment la mécanique essentielle de l'intelligence artificielle, alors allons-y. Alors, comment une machine arrive-t-elle à penser, ou du moins à apprendre de ses expériences? Ce n'est pas de la magie, non, loin de là. Tout repose en fait sur deux concepts fondamentaux qui fonctionnent main dans la main. En gros, ça se passe en deux temps. D'abord, au niveau microscopique, les neurones doivent décider si une information est pertinente. Ça, c'est le boulot des fonctions d'activation. Et ensuite, le réseau dans son ensemble doit pouvoir juger de sa propre performance pour s'améliorer. C'est là que les fonctions de perte entrent en scène. Commençons par le premier ingrédient, le plus simple, le plus direct. On va parler de la fonction d'activation la plus célèbre et la plus utilisée, ReLU. Pour faire simple, il faut imaginer chaque neurone comme une petite porte. La fonction ReLU, c'est un peu le portier. C'est un mécanisme très basique qui décide si un signal est assez important pour avoir le droit de passer à l'étape suivante du réseau. Et les règles de ce parti, elles sont, d'une simplicité déconcertante. Si le signal qui arrive est positif, la porte s'ouvre, le signal passe, tel quel. S'il est négatif, la porte se ferme et rien ne passe, zéro. C'est cette logique binaire, ce tout ou rien, qui est au cœur de l'efficacité de ReLU. Et cette simplicité, ce n'est pas un défaut, c'est sa plus grande force. C'est un avantage énorme, la vitesse. En ne s'occupant que des signaux positifs, les réseaux de neurones profonds peuvent apprendre beaucoup, beaucoup plus vite, sans être ralentis par des calculs trop lourds à chaque neurone. Mais voilà, même les meilleures idées ont leurs limites. Et ReLU, malgré son efficacité, n'est pas parfait. Ces petits défauts ont donc poussé les chercheurs à inventer des interrupteurs encore plus malins. C'est ce qu'on appelle le fameux problème du neurone mourant. Imaginez, si un neurone, par malchance, ne reçoit que des signaux négatifs, sa sortie sera toujours zéro. Il arrête d'apprendre, de se mettre à jour, et devient en quelque sorte inutile pour le reste du réseau. Pour régler ça, une solution plutôt élégante a été trouvée, le Liqui-ReLU. Regardez la comparaison. Au lieu de bloquer complètement les signaux négatifs, Liqui-ReLU leur laisse une toute petite porte de sortie, une sorte de fuite. Cette petite fuite, aussi minime soit-elle, garantit que le neurone reste toujours un peu actif et donc qu'il peut continuer à apprendre. En fait, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que ces fonctions peuvent être classées en deux grandes catégories. Et la grosse différence entre elles, c'est la façon dont elles réagissent au changement d'échelle du signal qu'elles reçoivent. D'un côté, il y a la famille ReLU. On dit qu'elle est équivariante à l'échelle. Ça veut dire que si on double l'entrée, la sortie double aussi. C'est simple, prévisible, stable, et c'est parfait pour les réseaux très profonds. De l'autre côté, on a des fonctions comme la sigmoïde, qui ont une échelle fixe. Si les entrées sont trop grandes ou trop petites, la fonction sature, elle n'évolue plus et ça peut bloquer l'apprentissage. Elles sont utiles, oui, mais pour des cas d'usage bien plus spécifiques. Ok, on a vu comment les neurones prennent leurs décisions, maintenant passons à la question à 1 million. Comment le réseau dans son ensemble apprend-il de ses erreurs pour devenir meilleur? C'est vraiment ça là, la question clé de l'apprentissage. Le réseau a traité les données, il a fait une proposition, une prédiction, et après, comment peut-il s'auto-évaluer? Comment quantifier son erreur pour savoir où il s'est trompé? La réponse, c'est la fonction de perte. Il faut voir ça comme un prof un peu sévère qui donne une note au réseau après chaque essai. Un score très élevé, ça veut dire grosse erreur, à revoir. Un score très bas, ça veut dire bon travail. L'objectif du réseau, c'est simple, obtenir le score le plus bas possible. Mais attention, on ne note pas un devoir de poésie comme on note une équation mathématique. La façon d'évaluer le réseau doit être parfaitement adaptée au type de problème qu'il essaie de résoudre. Le point le plus important à retenir, c'est donc celui-ci. Il n'y a pas de fonction de perte universelle, pas de solution miracle. Le choix de la bonne méthode d'évaluation dépend à 100% de la nature de la tâche à accomplir. Prenons quelques exemples concrets. Pour prédire un prix, on va utiliser l'erreur quadratique moyenne, qui punit très durement les grosses erreurs. Pour classer une image entre chat et chien, on utilise l'entropie croisée qui compare les probabilités prédites à la bonne réponse. Et pour la reconnaissance faciale, l'objectif est encore différent. Il ne s'agit pas juste de classer, mais de s'assurer que les visages similaires sont bien regroupés et que les visages différents sont, eux, bien séparés. C'est précisément pour ça que la perte basée sur la marge existe. L'idée est simple, mais très puissante. Ça ne suffit pas de dire que la distance entre deux photos de la même personne est faible. Non, il faut qu'elle soit plus faible que la distance entre les photos de deux personnes différentes, et ce avec une marge de sécurité bien définie. Finalement, on voit bien que ces deux composants, ce sont les outils de base de l'architecte en IA. Ce sont les leviers qu'il ajuste, qu'il combine pour sculpter le comportement d'apprentissage d'un modèle. Donc, si on résume, fonction d'activation, ce sont les décisions au niveau du neurone. Fonction de perte, c'est l'évaluation globale au niveau du réseau. Le choix de l'une et de l'autre n'a rien d'arbitraire, il est dicté par la nature même du problème. Maîtriser ces deux concepts, c'est vraiment comprendre le fonctionnement profond de l'apprentissage automatique.
Et tout ça, ça nous amène à une question pour l'avenir. Est-ce que les mécanismes qu'on utilise aujourd'hui seront suffisants pour les IA de demain, ou est-ce qu'on est à l'aube d'une toute nouvelle révolution dans la manière dont les machines apprennent? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.